Saint-Lambert, la cathédrale. Sa démolition, décidée en 1793 par les Liégeois eux-mêmes, a laissé un grand trou au cœur de la cité et un grand trou dans son destin, dans son histoire, puisque la mort du bâtiment correspond exactement à la mort politique d'une patrie, à la disparition du pays de Liège et de son indépendance millénaire. Pourquoi les Liégeois ont-ils résolu d'abattre leur cathédrale? Qui en est responsable? Nous en parlerons tout à l'heure. Mais d'abord, prenons le temps de la regarder, puisqu'elle n'existe plus. Voilà à quoi ressemblait Saint-Lambert à la fin du XVIIIe siècle. Cette reconstitution, à quelques détails près, est une réplique fidèle de la réalité disparue. Voilà, recomposée, rendue presque vivante, la physionomie du grand édifice à la veille de sa disparition. Cette maquette en soi est une œuvre admirable. Nous la devons au travail minutieux et persévérant d'un érudit liégeois, M. Joseph Delacroix. Elle se trouve exposée au musée d'art religieux et d'art Mozan à Liège. Elle permet d'embrasser du premier coup d'œil l'ampleur et la majesté du monument. Elle permet d'imaginer qu'un tel édifice n'a pu être rasé facilement ni rapidement, surtout avec les moyens de l'époque. Et en effet, les Liégeois ont mis 35 ans pour anéantir cette cathédrale qui résultait de plus de 1000 ans de labeur et de métamorphose. Ces fondements, nous le savons, nous en avons toujours les marques dans le sol, remontent au 8e siècle. Et sa première construction, à l'époque, donne véritablement naissance à la ville. Vers l'an 1000, Notger la rebâtit à peu près comme ceci. Comme vous le voyez, le monument de Notger a un aspect fort différent. Il ne ressemble pas, dirait-on, à la cathédrale que les Liégeois ont détruite dans les années 1790. Et pourtant, les fondations restent les mêmes. Et pourtant, en dépit des tours, le plan, la structure est identique. Il y a déjà 2 chœurs qui se répondent à chaque extrémité du vaisseau. Il y a déjà 2 cloîtres de part et d'autre, alignés dans le même axe. Il y a déjà 2 transepts. Mais l'apparence du monument ne cesse d'évoluer à travers les âges. Le monument est reconstruit à la fin du XIIe siècle en style gothique. Donc, il n'arrête pas de se transformer, sur les mêmes fondations, sur la base d'un même plan initial et en conservant jusqu'au bout, dans ses murs, dans ses pierres, des restes importants venus des époques du passé. Mais les 2 tours de la façade ouest, vers l'actuelle place Saint-Lambert, appelée tour de sable, sont plus tardives. Elles datent du XIVe siècle, et la grosse tour, avec sa haute flèche, autrefois dorée, qui culminait à plus de 100 mètres, n'a été édifiée qu'au XVe siècle. Le plus étonnant, permettez-moi d'insister là-dessus, c'est que le monument, à travers toutes ces métamorphoses, a gardé son plan initial depuis l'an 1000 jusqu'au XVIIIe siècle. À la fin de son existence, la cathédrale possède toujours 2 chœurs, le chœur occidental, dédié à Saint-Lambert, le chœur oriental, dédié à la Vierge Marie. Il y a toujours 2 transepts, l'un à l'Occident, l'autre à l'Orient. Et la cathédrale aligne toujours 2 cloîtres dans le même axe, l'un à l'ouest, disons côté place Saint-Lambert, l'autre à l'est, qui donne sur la place du marché. Le tout constitue un ensemble architectural grandiose. 168 mètres de longueur avec les cloîtres. Plus de 96 mètres, rien que pour l'église, et près de 40 mètres de largeur avec les chapelles latérales. Voilà les mesures du monument que les Liégeois décident de sacrifier en 1793. Était-il beau? Je pense que oui, mais personnellement, je ne peux pas en témoigner. Les Liégeois des années 1790, en tout cas, n'ont pas eu le sentiment de détruire un chef-d'œuvre. Il est vrai que le gothique, à l'époque, n'était plus à la mode, et que le goût du gothique reviendra un peu plus tard, un peu trop tard. Mais la cathédrale, incontestablement,
devait être un musée extraordinaire d'architecture, de sculpture, de peinture, avec une richesse de styles accumulée, depuis le roman et même avant, jusqu'à la Renaissance et même après. Remarquez que ce monument fastueux avait quand même ses mesquineries, ses petitesses. Considérez le siège sur lequel je suis assis. C'est une stalle de chanoine de la cathédrale de Liège, la seule qui nous reste d'ailleurs. Les chanoines de la cathédrale étaient des gens extrêmement importants, mais leur siège, leur stalle, n'est pas somptueux. De dimensions banales, régulières, 65, 70 cm de large. Mieux valait d'ailleurs qu'elles ne soient pas plus vastes, ces stalles. Genre fauteuil club, quelle horreur. Car la cathédrale manquait de place pour les accueillir honorablement. Voyons, il y avait 60 chanoines, mais davantage de stalles car il fallait asseoir aussi un rang inférieur quantité de clercs attachés à l'office. Combien au total? Une petite centaine, probablement. Mais alors, où les placer? Normalement, depuis très longtemps, depuis 1150, on les place autour du sanctuaire, là où se déroule l'office. Mais dans la cathédrale de Liège, et ce n'est pas un cas unique dans nos régions, ça ne va pas. Le sanctuaire est trop petit, étranglé. Alors on les place à la croisée du transept. Vous ne voyez peut-être pas ce que je veux dire. Alors essayons d'illustrer. Le sanctuaire, trop étroit, se trouve ici, à l'intérieur. Et la croisée de transept se trouve là, à l'intérieur. Évidemment, pour bien voir, il faudrait enlever la toiture, mais c'est impossible. Alors, essayons de nous servir d'un plan. Voici le vaisseau d'église qui comporte 3 nefs. Voici le sanctuaire, trop étroit pour accueillir les stalles. Et voici la croisée du transept, où on les installe face à face sur plusieurs rangs. Les chanoines ont eu plusieurs fois l'intention d'agrandir ce sanctuaire trop étroit, et ils n'ont jamais fait. Et pourtant, c'était facile. Il suffisait pour cela d'abattre le cloître oriental qui n'avait plus guère d'utilité religieuse et d'aménager l'espace ainsi dégagé. Mais là, attention, si le cloître n'a plus d'utilité religieuse, il remplit quand même une fonction commerciale. Le cloître, en effet, est rempli par une série d'échoppes de marchands. Et qui dit échoppe de marchands, dit loyer qui rapporte. Et c'est pour cela que les chanoines n'ont jamais agrandi le sanctuaire étriqué. Ce n'est pas sûr. Ce qui est sûr, c'est que les échoppes, quand elles quitteront le cloître, un peu après 1600, ne déménageront pas loin. Elles vont aller s'accoler au mur oriental, jusqu'à boucher ce grand portail gothique, ce qui paraîtra scandaleux à certains, mais pas aux chanoines. Ces échoppes n'apparaissent pas sur la maquette. On les devine à peine sur ce dessin de 1740 environ, qui montre la place du marché avec l'hôtel de ville, la Violette, à gauche. Au centre, la fontaine et le perron, comme aujourd'hui encore, et vue rarissime, la face orientale de la cathédrale. Mais où sont donc les échoppes? On en voit sur la place, bien sûr, mais celles qui se trouvent adossées au mur du cloître, on les devine à peine, au fond, en bas, à droite. On les aperçoit mieux sur des vues de la cathédrale en ruine, sur celle-ci par exemple, ou sur celles-là qui ont été dessinées par un témoin oculaire de la démolition, le peintre Joseph Drey. Les échoppes, on les retrouve aussi dans des œuvres plus tardives, et qui n'ont pas, malgré leur pittoresque, la même valeur documentaire. Enfin, il y avait incontestablement, adossé au mur du cloître, bouchant ce portail, des échoppes de marchands qui rapportaient un loyer aux chanoines. Enfin, soit. Le plus important, c'est de constater que des vues de la cathédrale en ruine nous montrent des aspects qu'aucune vue auparavant nous avait montrés au moment où elle était debout. C'est ainsi que nous n'avions aucune représentation générale ou fiable de l'intérieur de la cathédrale. En voici, maintenant qu'elle se défait, qu'elle éclate. Voici ce qui reste, au printemps 1798, du grand vaisseau à 3 nefs, ouvert désormais au ciel et aux nuages. Tout n'est plus que vestiges et décombres, d'où l'on distingue encore sur les côtés l'entrée des chapelles latérales.
Au fond, sur la place du marché, apparaît le dôme de l'église Saint-André que nous connaissons toujours. Ces dessins nous viennent de Joseph Drepp, témoin oculaire et scrupuleux. Donc nous regardions d'ici, de l'emplacement du vieux chœur, vers l'est, vers la place du marché. Maintenant, faisons un quart de tour à gauche. Nous apercevons alors, à travers le transept dévasté, la façade du palais des princes-évêques, qui nous est toujours familière. À l'extrémité de ce transept, qui donne sur le palais, nous tournons le dos au palais, il y avait ici un portail célèbre qui marquait l'une des entrées principales de la cathédrale. Selon l'usage de nos régions, qui diffère à cet égard des coutumes et des constructions françaises, on n'entrait pas dans la cathédrale par la façade, frontalement, non. On y entrait latéralement par le transept, soit par ici, soit par là-bas, au sud. Et ici, au nord, il y avait un portail très célèbre, réputé pour son ornementation et ses sculptures. Les vues prises de l'intérieur montrent déjà que ce portail est détruit en 1798. Il n'y a plus qu'un grand trou à l'issue du transept. Des vues prises de l'extérieur, à partir du balcon du palais, nous confirment que la destruction est totale. Un grand trou, une arcade béante. Rien ne subsiste du portail nord. De ses sculptures, de son ornementation, nous n'avons conservé aucune image précise, aucun détail, à l'exception de ce que nous révèlent aujourd'hui des fouilles récentes. Maintenant, changeons de perspective. Jusqu'à présent, nous avons regardé l'intérieur de la cathédrale, ou plutôt ses ruines, d'ouest en est, vers la place du marché, ou d'ouest en nord, vers le palais. Et maintenant, reculons vers le fond de l'église, et là, faisons volte-face, portons nos regards dans la direction de la place Saint-Lambert, contemplons l'épave, telle que les documents de l'époque nous l'indiquent. Alors, nous apercevons l'ampleur du bâtiment et la face interne des deux tours de façade, les tours de sable, qui sont restées longtemps intactes. C'est un dessin de Joseph Drepp. Entre les deux tours, le mur frontal du vieux chœur a été détruit, de même que la rosace qui le surmontait. Un autre dessinateur, plus tardif, a restitué de façon fantaisiste, dans le haut de l'arcade, un fantôme de la rosace disparue, qui s'illuminait aux rayons du soleil couchant. D'autres artistes se sont plu à animer les ruines par la présence de personnages attentifs ou méditatifs, des artistes parfois, et souvent des animaux. À droite, une chapelle définitivement évidée découvre un pan de mur du palais. Sauf dans le dessin fantaisiste à la rosace, les deux tours de sable sont toujours debout, intactes. Ces deux tours faisaient partie d'un paysage familier à tous les Liégeois, mais leur base, cependant, les Liégeois ne la connaissaient guère, car elle restait cachée par le cloître occidental réservé aux chanoines. Et à l'entrée du cloître, de nouveau, un très beau portail, le plus beau de tous, qui datait du XIIIe siècle. De celui-ci, qui ne touchait pas la cathédrale, il ne donnait accès qu'au cloître, peu s'en est fallu que nous ne gardions un témoignage précis, plus précis que ce que révèle ce dessin du XVIIe siècle. En 1797, alors que la démolition allait bon train, le peintre Joseph Drepp a été chargé de représenter les morceaux de sculpture du beau portail, vus, selon les dires du commanditaire, qu'ils étaient précieux sous le rapport du costume. Malheureusement, ces dessins ont été perdus, comme beaucoup d'œuvres de Drepp, et on ne sait pas qui les retrouvera un jour, de sorte que, du beau portail, de ses costumes, de ses sculptures, rien de précis ne nous est parvenu. Quand Joseph Drepp, l'année suivante, au printemps 1798, entreprend une série de vues de la cathédrale en ruine, il nous montre ceci. L'avant du cloître éventré, dont le beau portail a pratiquement disparu. Il serait bien impossible, dès ce moment, d'en dresser un relevé des sculptures. Les tours de sable vont rester longtemps debout.
C'est ce qu'indiquent toutes les représentations postérieures des ruines de la cathédrale. Et en effet, pendant longtemps, on va multiplier dessins, peintures, gravures représentant les ruines. Et pendant si longtemps que certains artistes vont perdre le souvenir réel des lieux. Et on voit ainsi s'accentuer, se propager au fil des années certaines erreurs. Prenez par exemple le cas de Notre-Dame au fond, ainsi dénommée parce qu'elle abritait les célèbres fonts baptismaux, aujourd'hui conservés à l'église Saint-Barthélemy. Vous voyez clairement que Notre-Dame au fond, accolée au flanc sud de la cathédrale, se situait avant les murs de la grande tour, quand on regarde dans cette perspective. C'est une situation que les Liégeois connaissaient parfaitement jusqu'à la fin du XVIIIe siècle et que Joseph Drepp avait représentée sans ambiguïté en 1798. Or, voici que l'église Notre-Dame recule et glisse vers l'arrière. Elle paraît se trouver ici, non plus devant, mais à côté des murailles de la grande tour, dont la flèche a été détruite. Ici, le recul de l'église s'accentue. Elle paraît se trouver maintenant derrière les murailles. Ici, le déplacement est accompli. L'église se trouve carrément derrière. L'auteur de cette gravure n'a donc pas regardé la réalité, ni les premiers dessins de Joseph Drepp. Toutes ces vues, même fautives, s'accordent au moins sur un point. C'est que les deux tours de façade, les tours de sable, restent longtemps debout. Ce qui est abattu, en effet, au début dès 1794, c'est la toiture et les murs du grand vaisseau à trois nefs. Arraché aussi en 1795, le clocher, autrefois doré, de la grande tour. Mais les tours de sable ne seront entamées qu'en 1803. Et quand sont-elles complètement rasées? Certains prétendent qu'elles subsistaient encore en 1817. Personnellement, je n'en sais rien, mais ce qu'on sait par contre, c'est que l'immense édifice, dévasté, dépouillé de ses trésors, en grande partie au profit de la République française, et puis exploité comme une carrière à ciel ouvert à peu près par tout le monde, l'immense édifice aura résisté pendant 35 ans à la volonté de l'abattre. Le voici réduit à l'état de cadavre. À l'avant-plan, panoramique, une vaste plaine de décombres. À l'arrière, à travers les derniers vestiges du squelette, apparaissent la façade et le clocheton du palais des princes-évêques. Et maintenant, c'est fini. On ne distingue plus que confusément, là, au fond, à droite, quelques éboulis des murailles, enfin renversées, de la grande tour à la flèche autrefois dorée. En 1827, la cathédrale défunte et ses restes enfin déblayés laissent place à un grand vide qu'on appellera désormais, mais ce n'est que justice, la place Saint-Lambert. Reste à l'aménager. Des projets à cet égard sont conçus très tôt, avant même que la cathédrale disparaisse. Dès 1795, un concours est ouvert pour son aménagement. Et Joseph Drepp, pour l'un des 6 projets qu'il présente à l'époque, reçoit cette année-là le premier prix. Quant à celui que l'histoire retiendra comme l'auteur, ou du moins l'artisan principal de la démolition, Léonard de France, le plus grand artiste liégeois de l'époque, le voilà peint par lui-même. N'a-t-il pas une tête de coupable? Eh bien, figurez-vous, il a lui aussi participé au concours de 1795 pour l'aménagement de la place. Mais il n'a obtenu qu'un accessit. Bien fait pour lui. Maintenant, qui vraiment a décidé de démolir l'immense cathédrale qui était l'orgueil de la nation liégeoise et le symbole de son indépendance? Eh bien voilà, la proposition de détruire la cathédrale est faite le 19 février 1793 par un membre de, je cite, l'administration centrale provisoire du ci-devant pays de Liège. Cette administration provisoire est composée de Liégeois, de révolutionnaires liégeois, 120 exactement, d'ailleurs élus au suffrage universel. Il faut tenir compte que nous sommes autant, en février 1793,
de la première occupation ou libération française, comme on voudra, qui vient de chasser notre dernier prince-évêque, M. Antoine de Meer. Mais il n'empêche que l'administration liégeoise est bien représentative, dûment élue, pleinement responsable de ses actes. Et voilà donc ce qui se passe le 19 février 1793 au sein de cette administration. Je cite le procès-verbal. Un membre fait la motion de détruire la cathédrale. On demande la discussion. On décrète unanimement la démolition. C'est bref, c'est laconique, c'est comme ça. On décrète unanimement la démolition. Pourquoi? Parce qu'il s'est produit une accélération de l'histoire, un échauffement des esprits, une révolution dans la révolution. Bref rappel historique pour comprendre. La première révolution liégeoise, c'est débonnaire, assez pacifique, a eu lieu le 18 août 1789, soit quelques semaines d'ailleurs après la prise de la Bastille à Paris. Et quelques jours plus tard, après cette révolution liégeoise, toujours en août 89 donc, le prince-évêque de Liège s'enfuit. Et vous ne croiriez pas, il s'enfuit à la grande consternation des révolutionnaires, qui lui jurent fidélité éternelle, qui le supplient de revenir, qui ne veulent que changer légèrement les institutions de l'État liégeois. Et le prince-évêque, il va revenir en effet, il va revenir en février 1791, mais en force, et avec l'appui des forces autrichiennes. Et à ce moment-là, c'est au tour des patriotes liégeois de s'enfuir vers la France, la plupart vers Paris. Et là, ils se trouvent pris dans la fournaise de la Révolution française. Ils se chamaillent atrocement entre eux. Ils fréquentent vraiment la terreur, c'est-à-dire la guillotine. Et à Liège, la restauration du prince-évêque, elle est plutôt sinistre, plutôt répressive. Et quand les patriotes liégeois s'y ramènent, en novembre 92, avec les troupes françaises, eh bien, ce sont des gens qui ont changé complètement d'esprit. Les mêmes personnes ne pensent plus la même chose. Ils ne se soucient plus de réformer les institutions liégeoises, le rôle du prince-évêque. Non, ils veulent faire de l'ancien régime table rase. Ils veulent se retourner vers la France. Et c'est dans cette perspective d'avenir, dans l'excitation du moment, que la démolition de la cathédrale est décidée. Anéantir la cathédrale, écrit l'historien Philippe Raxan, c'est rejoindre le grand spectacle de la Révolution, car la Révolution est spectaculaire, théâtrale. Il fallait aux Liégeois un geste digne des élans de la France. Il fallait que s'écroulât la grande tour de la cathédrale. Et Philippe Raxan précise que ce n'est pas à la démolition de la Bastille qu'il faut assimiler la démolition de Saint-Lambert, mais bel et bien à la décapitation de Louis XVI, car dans les deux cas, il s'agit, selon lui, de se débarrasser d'un principe. Voilà le principe dont nous nous sommes débarrassés. L'exécution de Louis XVI avait eu lieu le 21 janvier 1793. La décision de mettre à mort Saint-Lambert a été prise le 19 février de la même année. Une décision apparemment qui ne suscite pas sur place un excès d'émotion. Quand Bonaparte, premier consul, rend visite à Liège en 1803, il jette un coup d'œil sur la cathédrale dévastée et Maugret paraît-il qu'il s'agit d'une belle sottise. En tout cas, dans le portrait officiel dont il fait cadeau à la ville, il tient à figurer en pied devant le monument le plus illustre de Liège. Le pinceau d'un peintre fort jeune à l'époque, Jean-Dominique Ingres, nous donne ainsi la première reconstitution d'une cathédrale intacte, alors qu'elle agonise. Et sans doute, était-il moins coûteux de la rétablir sur une toile que de la restaurer dans ses pierres.